on a beaucoup moins de ports côté océan Indien, sauf sur la partie insulaire de l'océan Indien. Alors, dans les activités commerciales liées à l'économie bleue, c'est vrai qu'on est très latéritique, mais malgré tout, pas tant que ça, parce que la plupart des corridors terrestres sont peu interconnectés, même si ça se développe et qu'on voit aujourd'hui, je prends un exemple de la Côte d'Ivoire, qui par exemple, sur tout ce qui est produits cosmétiques et savons, exporte beaucoup dans la sous-région jusqu'au Niger, même au Maroc, au Togo, au Bénin. Donc les choses évoluent, certes pas à une grande vitesse, mais elles évoluent. Mais au niveau de ce qu'on pourrait appeler le cabotage régional, la crise du Covid et donc du commerce maritime récente a réanimé quelque chose, un dogme que tout le monde pensait terminé. C'est la notion du cabotage et des armements nationaux et régionaux, qui, eux, ont totalement disparu avec la concentration des gros armateurs. Et on s'est aperçu à un moment donné, au plus dur de la crise, que les armateurs étaient capables de faire ce qu'on appelle les blank sailing, c'est-à-dire d'ignorer des escales dans des pays avec des faibles trafics lus par les armateurs, et qu'on s'est retrouvé avec des pays qui se sont retrouvés des fois pendant 3 semaines, voire un mois, sans un seul navire porte-container accosté chez eux, et se trouvent totalement dépendants et coupés du monde à cause d'une politique d'un organisateur privé qui le fait de manière, lui, pour préserver ses intérêts. Et donc, on voit ressurgir, et on en avait parlé la dernière fois, j'en avais parlé entre autres avec, il y a Madagascar, il y a le Gabon qui se dit, mais je ne peux pas, moi, me permettre que mon pays se retrouve coupé du monde à cause d'une décision d'un privé et d'un changement de dogme ou d'équilibre. Et donc, ça repose la question des armements nationaux ou régionaux, qui pourrait être aussi un vecteur de développement des ports secondaires et d'éviter la trop forte concentration des volumes dans les ports. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que les grands ports, je vais prendre sur la côte ouest des ports comme Lagos ou Abidjan, la ville étouffe le port grossit, on ne peut plus circuler, on crée des externalités négatives, on crée de la pollution, on crée de la congestion, et il va falloir arriver à ventiler, à répartir la charge économique sur plusieurs ports. Donc là, il y a un vrai sujet sur les activités commerciales. Sur le deuxième sujet que tu as abordé, Yann, sur les énergies propres et les extractions offshore, on voit quand même aujourd'hui sur les nouveaux projets la dimension environnementale, sociale et sociétale des grands opérateurs pétroliers est de plus en plus forte, et la notion de contenu local, de projets à faible impact, et maintenant devient presque aussi importante que les aspects techniques dans tous ces projets. On l'a vu, on le voit récemment. Moi, les 2 projets, ça a été le projet Tortue sur Mauritanie-Sénégal, ou là, le nouveau projet est Nibalen sur la Côte d'Ivoire. Ces dimensions-là deviennent presque aussi importantes que la dimension exploitation de la ressource. Et je pense que c'est quand même quelque chose de bien pour les populations de tenir compte de tous ces aspects-là. La pêche, qu'en dire, sinon qu'elle nous nourrit, c'est quand même, en Afrique, les poissons sont merveilleux, mais la ressource s'épuise. Certains pays ont vendu un peu vite leurs fonds marins à des exploitants pas toujours respectueux de l'environnement, ce qui fait qu'on a des ressources qui diminuent malgré tout. Et quand on parle d'économie bleue, sur la côte, en tout cas sur la côte ouest africaine, on a quand même beaucoup de pays avec des lagunes, des lagons, des rivières côtières. Et donc, cette exploitation-là, elle a aussi son importance. Quant au tourisme, au dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est effectivement le tourisme bleu. Le tourisme en Afrique reste très... comment dire, c'est pas un tourisme de masse et c'est pas plus mal, ça c'est pas le sujet. Mais finalement, la notion de croisière sur la côte d'Afrique, on a la chance d'avoir des paysages absolument somptueux, que ce soit des terres de mangroves, de plages, il y a une variété culturelle et touristique merveilleuse.
et elle est finalement peu exploitée. Et aujourd'hui, il y a très peu de ports qui sont organisés pour recevoir des croisiéristes. Donc, c'est peut-être un domaine, et c'est vrai que pour moi, c'est une orientation nouvelle, parce que jusqu'à maintenant, on est toujours resté sur les transports de marchandises et assez peu sur le transport des personnes au niveau portuaire. Voilà pour mes premières réflexions livrées un petit peu en vrac, mais voilà, qui peuvent alimenter nos discussions. Merci beaucoup, Denis. Merci. Un point simplement encore, je suis là pour donner des statistiques, ou tout du moins des éclairages chiffrés. Les derniers travaux de la Fondation indiquent que sur 2021, donc on ne peut pas être beaucoup plus update, 89% de la capacité nominale conteneurisée appartenait à 5 armements seulement, dont 4 européens. Donc ça vient corroborer un peu ce que tu sur cette concentration des acteurs et donc l'impact de leur stratégie. Attendez, Monsieur Tougoulou, si vous pouviez remettre en mute, s'il vous plaît. Louisa, par rapport à tout ce que vient de dire Denis et par rapport aux éléments précédemment cités, donc commerce, énergie propre, pêche, environnement, tourisme, tout ça, ça fait un grand cocktail d'économie bleue finalement. Comment la CNUSED a fait des travaux absolument remarquables qui nous éclairent aussi sur la maturité en cours qui est en train de prouver certains pays africains, mais pas tous. Et comment un grand organisme comme celui des Nations Unies que tu représentes aujourd'hui déploie des stratégies que je dirais d'accompagnement, mais aussi des stratégies opérationnelles pour rendre cette économie bleue, si je reprends le logo qu'il y a derrière toi, plus prospère pour tout le monde finalement. Merci beaucoup Yann, merci pour cette invitation, plaisir de partager avec vous tous. Donc comment travaille la CNUSED? Oui, c'est une question que je reçois souvent. La CNUSED, c'est vrai que c'est une organisation qui travaille dans plusieurs domaines, des domaines horizontaux, des domaines qui sont plus sectoriels. Moi, je travaille dans le domaine maritime, par exemple, mais on a les investissements, l'entrepreneuriat, l'innovation, la technologie. Donc, notre façon de travailler avec les pays, c'est un peu essayer de développer des analyses. Par exemple, dans mon domaine, nous travaillons avec des statistiques maritimes, des statistiques portuaires que nous développons avec des partenaires par rapport aux données. Il y a tout un volet de ce qui est lié à l'accompagnement des pays pour entamer des analyses plus spécifiques par pays. Dans ce contexte-là, très précis, de l'économie bleue et des stratégies par rapport à pouvoir concrétiser de la part de l'économie bleue et pour développer les capacités dans les pays, ce que nous faisons, c'est que donc nous faisons un travail avec les pays. Nous avons en cours un projet que tu connais bien, ce projet pour les ports durables et intelligents en Afrique, où on va faire une évaluation. Donc la première étape, et je rebondis sur quelques-unes de tes questions au début, d'abord, du point de vue de l'énergie, puisque c'est le domaine sur lequel je travaille à présent, donc comprendre que le port a un rôle à jouer. Donc, nous nous rendons compte par rapport à la réflexion en Afrique que cette réflexion, elle a déjà commencé. Nous nous rendons compte, par exemple, qu'il y a déjà pas mal de plans, de stratégies qui sont en cours dans différents points de l'Afrique portuaire, disons-le comme ça, des plans, des stratégies, aussi des projets pilotes qui incorporent des éléments de technologie qui sont là. Ce n'est pas seulement le gouvernement, on voit aussi des initiatives qui combinent le public et le privé que nous trouvons intéressantes. Le domaine académique aussi, qui est aussi appelé à jouer un rôle important, qui vise à chercher à tester le déploiement de certaines énergies renouvelables. Tu parlais dans tes points que tu nous as soumis de certaines sources d'énergie, mais juste pour dire que l'Afrique est un continent qui a un énorme potentiel du point de vue de différentes sources d'énergie. Et donc, de ce point de vue-là, donc la réflexion du port, c'est un peu se dire comment est-ce que je peux analyser ces opportunités et les transformer en une concrétisation réelle
par rapport à des bénéfices économiques, pas seulement pour le port, mais pour les régions qui sont autour du port, non? Donc, la première étape du point de vue du travail, comment on aborderait ce sujet, ou comment on va l'aborder dans le contexte de ce projet dont je te parlais, c'est essayer d'accompagner les pays par rapport à comprendre ce potentiel. Donc, la première étape, c'est évaluer ce potentiel avec les pays et par exemple, des données telles que comprendre la consommation d'énergie des ports, essayer de comprendre quel type d'énergie renouvelable sont en déploiement, des stratégies, des initiatives qui existent déjà. Et ce qu'on remarque, parce qu'on a déjà entamé les discussions avec certains pays africains, c'est que la demande ou le besoin qu'on identifie, c'est un peu se dire, il y a des tas d'initiatives qu'on a entamées de façon, à petite échelle. On aimerait, comment dire, aller de l'avant pour faire une échelle plus large, disons-le comme ça, pour pouvoir tester certaines choses. Donc, de ce point de vue-là, essayer de comprendre quels sont ces défis qui empêchent les pays d'aller de l'avant. Et donc, d'après les discussions que nous avons eues, il y a différents domaines. Le financement est un domaine très important par rapport à ça. Il y a des besoins par rapport à des changements, parce que c'est un changement systémique, passer de tout ce qui est cette économie qui est axée sur l'énergie qu'on a à présent. Changer, c'est un changement systémique, donc il y a un investissement conséquent à faire. Certaines discussions dans lesquelles nous avons participé, il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de participer dans une discussion avec des ports dans l'île Maurice, et puis c'était une étude de faisabilité pour des projets liés à l'électricité dans les ports pour le onshore, non? Et puis donc, je percevais cette incertitude aussi liée à ce contexte plus global. Disons, les opportunités sont là, mais il y a aussi cette incertitude par rapport au contexte de l'investissement et les coûts qui sont conséquents. Dans le premier domaine, investissement, les autres domaines qui sont aussi importants dans les discussions que nous avons eues avec les ports, c'est cette idée que ce changement systémique, on parle d'une grande énergie, d'une grande source d'énergie qui est dominante à présent, et on va changer de paradigme dans peut-être probablement un contexte où il y aura plusieurs sources d'énergie. Et donc ça a un impact du point de vue technique, des changements du point de vue technique et du point de vue réglementaire. Donc, cette analyse liée à comment va évoluer le contexte par rapport à ça, c'est aussi une demande que nous recevons. Des capacités par rapport à comment préparer des projets pour pouvoir développer et vendre ces projets, pour pouvoir recevoir des fonds. C'est aussi une demande que nous avons reçue, créer des projets bancables, donc le renforcement de capacité par rapport à la création de ce type de projet est un domaine important. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais disons, je le laisserai ici. Donc, pour répondre à ta question en résumé, l'approche, c'est de comprendre le contexte du port, d'analyser la potentialité du port, en l'accompagnant par rapport à des renforcements de capacité dans des domaines précis. Ça, ce serait l'approche et la réponse à ta question. Et puis après, je reviendrai sur d'autres thèmes parce que je suis sûre que ce sera une discussion très intéressante. Merci. Merci beaucoup, Louisa. C'était absolument très clair et très construit aussi. Je pense qu'effectivement, dans l'hétérogénéité de toutes les situations portuaires africaines que l'on peut connaître, sans citer personne, mais on peut quand même rencontrer des ports qui fonctionnent quasiment mieux que chez nous, en Europe ou même aux États-Unis. Et à l'inverse, on a des ports qui ont encore un gap très, très, très considérable à combler. Je trouve que la démarche et la méthodologie de la CNUSED correspond bien aux besoins, en tout cas, ou à l'expression du besoin tel qu'on peut la définir. J'ai relevé 2 mots, financement, investissement. Évidemment, Stéphane Carcasse, on ne va pas réduire l'agence française à une banque qui permettrait de financer tout, mais malgré tout, j'aimerais comprendre et savoir, aujourd'hui, vous êtes un des plus gros financeurs sur le continent et vous avez quand même, en tout cas dans ce que j'ai pu lire sur l'AFD,
vous avez mis un accent très particulier sur cette économie bleue et cette durabilité du développement, ce caractère inclusif et respectueux de l'environnement dans une échelle de temps longue. Comment on interagit en tant qu'AFD avec un organisme comme l'UNCTAD et avec les autorités portuaires locales, les pouvoirs publics, pour pouvoir, je dirais, faire avancer un peu le schmilblick et trouver des solutions pour que on ait des success stories, des cas pratiques qui fonctionnent et qui montrent que c'est possible. Oui, merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, restons modestes, nous ne sommes pas le plus gros financeur du continent. Nous participons au financement et à des appuis parmi bien d'autres acteurs, et en premier lieu les acteurs locaux et nationaux, hein, qu'il faut saluer. Alors, peut-être en 5 grosses minutes, peut-être je vais essayer de rebondir peut-être pour répondre à la question sur les deux mots, économie d'une part, puis bleu. Alors, je vais peut-être parler de vert aussi, hein, bleu, vert, les couleurs, tout ce qui est transition énergétique et environnementale. Peut-être le plus rapidement, peut-être sur économie, hein, je pense que mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Il est évident qu'il faut d'abord avoir en tête qu'effectivement, les ports, c'est un lieu très important pour les économies locales, régionales, continentales même, hein. Pour nous, il s'insère dans des corridors. C'est un petit peu le mot à la mode, mais je pense que l'Union européenne met beaucoup l'accent sur ces corridors en Afrique. Et je pense qu'il faut bien penser à des corridors non pas uniquement routiers, mais un corridor qui part d'un port, qui arrive à un port, qui peut inclure par exemple une ligne ferroviaire. Et la force peut-être de certains acteurs africains, c'est qu'il y a certains opérateurs qui couvrent les deux domaines. On connaît le sujet au Cameroun, par exemple, où j'étais au Mozambique récemment, où vous avez l'opérateur CFM qui maîtrise, qui est un opérateur ferroviaire et qui intervient aussi sur certains ports. Donc, ça peut être un intérêt pour nous d'intervenir avec certains acteurs comme ça pour appuyer, si l'on peut, une chaîne logistique complète. Donc, les mots-clés, hein, d'économie, de corridor, moi j'aime beaucoup le mot valeur ajoutée. L'objet d'un port, pour nous, pour tout le monde, hein, je pense, ce n'est pas uniquement de transborder ou des marchandises, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie locale. Donc, on essaye avec certains ports, on essaye de Namibie, par exemple, aujourd'hui, de regarder comment, au-delà d'appuyer des investissements dans le port, peuvent se créer ou se renforcer des activités industrielles, par exemple des activités de transformation. Aussi, en Namibie, il y a de la pêche. J'ai réussi à prononcer la pêche. L'objet pourrait être de voir quelle industrie de transformation du poisson peut se mettre en place pour générer de l'activité locale, de la valeur ajoutée locale et des emplois. À côté du mot économie, il y a évidemment le côté social des emplois, y compris féminins, je dirais, quelque chose qui nous importe. Donc, très rapidement, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est un petit peu les mots-clés pour nous sur le sujet économie et de façon très basique. Donc, j'ai bien entendu, l'objet n'est pas de faire de l'autopromotion, mais je donne juste un chiffre, hein. Le secteur maritime pour l'AFD, donc dans les transports en général, chaque année, l'AFD à peu près approuve 1 milliard d'euros de financement à peu près. Il faut reconnaître, le domaine maritime n'est pas le domaine majoritaire, c'est la mobilité urbaine, hein, des passagers qui devient très, très importante. Mais bon an, mal an, le secteur maritime, c'est 100, 130 millions d'euros par an lissés sur les années. Et il faut rendre hommage au continent africain, puisque c'est essentiellement sur le continent africain qu'on intervient. Il y a l'outre-mer républicain, comme on appelle chez nous, mais c'est essentiellement, presque majoritairement, le continent africain. Si j'en viens un petit peu à la couleur, bleu ou vert, peut-être dire quelques mots de ce qu'on entend par transition énergétique, transition environnementale, hein. Je crois qu'Alix, vous l'avez dit au début, parfois on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de mettre derrière et qu'est-ce qu'on essaye modestement de faire? Je vais essayer d'être assez rapide. Le premier point, c'est peut-être que généralement, on dit le transport maritime, c'est un transport en fait, qui n'émet pas beaucoup. Hein. C'est le transport qui émet le moins à la tonne de CO2. C'est 1 ou 2% des émissions mondiales. Donc, on pourrait se dire, il n'y a pas de sujet. En fait, on est bien d'accord. Hein, vous avez déjà cité beaucoup de choses. Il y a un sujet. Les navires ont une durée de vie longue. Il y a un sujet carburant, un sujet de congestion, un sujet de pollution de l'air. Il y a tout un tas de sujets. Alors, peut-être que les deux enjeux, on peut distinguer un enjeu climat, un enjeu environnemental. Les enjeux climat, c'est un enjeu atténuation, hein, ça émet du CO2. Un enjeu aussi, peut-être qu'on n'a pas cité, un enjeu adaptation. C'est très bien qu'avec le changement climatique, les places portuaires, elles sont soumises éventuellement à la montée des eaux. Et il y a des ports en Afrique du Sud, on travaille, les ports d'Afrique du Sud sont très soumis à cet enjeu-là. Puis les enjeux environnementaux, on les a cités un petit peu, la pollution de l'air, la congestion. Hein, souvent, les ports sont dans la ville. Peut-être des enjeux aussi qu'on n'a pas forcément toujours cités. Il y a un certain nombre de conventions, hein, qui ont ratifié des ports, notamment africains, la convention Marpol, la convention sur la pollution par les hydrocarbures. Je pense qu'il y a un enjeu maintenant, c'est
qui se mettent réellement en conformité avec ces conventions, on peut essayer de les appuyer là-dessus. Si je viens je fais un petit détail sur les enjeux climat, hein, qu'est-ce que ça peut, comment nous, on peut essayer d'intervenir, toujours pareil, à la demande des ports. Sur les sujets d'adaptation, encore une fois, on peut financer simplement des infrastructures, des brise-lames, des digues de protection, et on peut aussi réfléchir au design, là en Polynésie, par exemple, mais on va financer 2 nouveaux quais, et on a travaillé avec le port sur, finalement, est-ce que le quai doit être surélevé ou pas? Donc, on parle du design pour tenir compte des évolutions dues au changement climatique. L'atténuation, on l'a bien en tête, hein, je pense, le premier lieu, et je crois que ma collègue de la CNUSED l'a évoqué, c'est aider un port à mesurer son empreinte carbone. Combien est-ce qu'il émet de CO2? On peut travailler à une amélioration du transit de la marchandise. On peut travailler à réduire les flux de camions, on peut évidemment à réduire le temps de passage portuaire, et en faisant ça, évidemment, a priori, on est plutôt bon sur la réduction du CO2. On peut aussi travailler, et ça nous arrive, sur tout ce qui est l'efficacité énergétique sur le port. Ça peut être d'abord financer des audits, savoir si les bâtiments, l'éclairage, les véhicules des ports émettent ou pas, est-ce qu'on peut travailler là-dessus, financer des programmes de développement d'énergie durable, on a fait ça au Maroc, de la aussi. On a cité aussi beaucoup le système d'alimentation électrique des navires à quai. Je pense que c'est important de dire aussi, c'est que c'est sans doute une bonne action, je dirais, mais il faut aussi en mesurer l'opportunité. Hein. Peut-être que tous les pays n'ont pas le mix électrique de nature à le faire. Donc là, en ce moment, on travaille avec le port de la Goulette, en Tunisie, où on fait une étude d'opportunité économique et environnementale pour savoir si ça a de l'intérêt d'une part, et si oui, qu'est-ce qu'on peut financer. Moi, la conclusion que j'en ai aujourd'hui, c'est que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. Hein, comme je dis, avec quelques millions d'euros, c'est peu ou beaucoup, mais une institution comme la nôtre, c'est quelque chose de finançable, on a des impacts très significatifs en termes de réduction de la pollution de l'air. Je me dépêche peut-être un petit peu si j'en viens aux enjeux environnementaux. Hein, donc, j'en ai parlé, hein, c'est la qualité de l'air. On travaille sur les circulations, sur les passages portuaires. Parler de la qualité de l'eau, hein, c'est un sujet aussi sur les ports. On peut faire des audits, on peut travailler à la gestion des eaux, on peut travailler éventuellement sur des plans comment dire, d'assainissement de la rade, hein, de la rade d'un port. On essaye de faire ça aujourd'hui aussi sur le port de Polynésie, travailler sur des installations de récupération des eaux usées, etc. Il y a tout le sujet gestion de déchets, qui peut être un sujet aussi. On peut aussi travailler, parce qu'on parle souvent des ports, une autorité éventuellement publique, mais il y a des opérateurs privés aussi, il y a des concessionnaires de terminaux, et on peut essayer de travailler aussi, faire en sorte que les autorités portuaires, éventuellement publiques, mettent dans leurs dossiers d'appel d'offres, mettent dans leurs contrats avec les opérateurs privés un certain nombre d'obligations environnementales, de réalisation d'études, tout ce genre de choses. Je pense que c'est important aussi. On ne l'a pas assez dit, un port, c'est évidemment énormément d'acteurs différents, publics et privés. C'est important que tout se travaille dessus. Évidemment, un sujet de certification environnementale. Hein, donc, je sais que d'autres bailleurs et nous, on essaye de travailler à des labellisations internationales qui, je dirais, ont à la fois peut-être un impact environnemental, ça fait travailler sur le sujet, mais peut-être aussi, les ports du continent africain, ça peut apporter une certaine valeur ajoutée de reconnaissance et d'avoir ces labels. Donc voilà, j'ai très rapidement, peut-être trop rapidement, hein, mais on pourrait y revenir, essayer de mettre un certain nombre de mots-clés qu'on met derrière, notamment le sujet de transition. Et j'en finis peut-être en 2 minutes, quelques exemples très, très rapides. Je l'ai cité, on travaille avec l'Agence nationale des ports au Maroc, et à la fois à travers le prêt qu'on a fait, qui était destiné à financer un certain nombre de choses qui allaient dans le bon sens d'un point de vue environnemental, on a aussi financé des appuis, hein, c'est souvent ce qu'on fait. On essaie de prêter de l'argent, on en donne aussi pour financer un certain nombre d'appuis sur ces sujets. Et donc, au Maroc, on a financé des audits environnementaux et sociaux de 5 ports, un diagnostic du management environnemental du port. Bon, nos amis camerounais le savent, il y a quelques années, et je crois encore aujourd'hui, on a travaillé sur le port de Kribi, et justement exclusivement sur ces sujets environnementaux et sociaux, donc on va y revenir sans développer ici. On travaille depuis de très, très, très nombreuses années, peut-être plus de 15 ans, je crois, avec le port de Pointe-Noire au Congo, où là, effectivement, on a financé aussi des assistances techniques sur ces sujets environnementaux. On a renforcé le département hygiène et sécurité environnement du port. On a travaillé sur des plans de lutte contre la pollution des hydrocarbures, la mise en place d'un système de management environnemental, etc., etc. On a travaillé aussi donc, en Tunisie avec l'OMMP, le même genre de problématique, et je l'ai cité avec une étude en cours sur la pollution de l'air et l'alimentation électrique des navires,
au port de la Goulette. Et puis enfin, peut-être vraiment, j'en termine là. Je pense que c'est également intéressant. Là, on parle du continent africain, mais on le sait, hein, c'est très intéressant, je pense, d'échanger des expériences avec d'autres géographies. Et donc, tout à fait à disposition pour le faire d'ailleurs, mais je pense que c'est intéressant aussi d'échanger avec d'autres autorités portuaires. Donc, je l'ai dit très rapidement, on travaille en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où on a financé un schéma de transition énergétique et environnementale du port, et on a fait la même chose sur le port de Papeete. Et le port de Papeete, à la fois à travers le prêt, on va travailler sur la rénovation du réseau d'adduction d'eau potable du port et d'assainissement, ce qui intervient aussi sur ces sujets-là. Et on a aussi mobilisé une subvention pour travailler sur le sujet d'alimentation électrique des navires à quai, de dépollution de la rade, de digitalisation du process portuaire. Voilà. Et j'ai cité la Namibie tout à l'heure en Afrique. Voilà. J'ai peut-être été un peu long, j'ai essayé de mettre quelques mots-clés qui peuvent ouvrir les débats et les échanges, et évidemment à disposition pour continuer à échanger et modestement apporter notre petite touche. Un dernier mot peut-être, pardon, la force aussi, je pense, du secteur portuaire, et notamment en Afrique. En deux mots, vous savez, l'AFD, comme beaucoup d'autres bailleurs comme nous, on intervient essentiellement par ce qu'on appelle des prêts souverains. On prête à un État, ou on prête à une entité avec la garantie de cet État. Eh bien, je crois qu'il faut souligner la force du secteur portuaire et des acteurs portuaires, car très souvent, chez nous, le domaine maritime, c'est le domaine essentiel à travers lequel on trouve des entités qui peuvent s'endetter directement, hein, donc des autorités portuaires sans garantie de l'État. C'est le cas du port de Pointe-Noire, c'est le cas de beaucoup d'exemples qu'on a, ce qui montre, voilà, il y a des challenges, il y a des défis dans ce secteur portuaire, y compris africain, mais il y a aussi des forces. On trouve des opérateurs portuaires à qui prêter directement, c'est-à-dire qui ont les reins financiers et des perspectives financières suffisamment solides pour s'endetter sur 15 ans, sur 20 ans, auprès d'institutions comme la nôtre. Voilà, c'était très long, toutes mes excuses, mais voilà ce que j'avais en tête. Non, moi, ça ne m'a pas paru long du tout. Ça m'apparaît très exhaustif et surtout, Stéphane, ça permet de démontrer qu'il n'y a pas qu'une économie bleue, il y en a des multiples et des variées, que le portfolio des applications, des sujets se démultiplie, mais finalement, on peut quand même aussi avoir l'espoir qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois qu'on arrive dans un port. Comme le disait Louis, on fait du gap analysis, on observe quand même, on part de la réalité de terrain. Mais on a des méthodologies qui s'affinent, qui sont adaptées et qui sont aussi, je dirais, en circonstance par rapport à ce qu'on attend d'une révolution verte, bleue. Vert et bleu, quand ça se mélange, je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, une belle économie verte et bleue de demain et qui peut être plus inclusive. Voilà. Et encore une fois, des expériences à partager, je ne l'ai pas dit, mais nous, on a un certain nombre de ports français qui sont très en pointe sur ces sujets environnementaux notamment, et on arrive à construire des partenariats entre un certain nombre de ports français, Le Havre, Marseille, Dunkerque. On les a fait travailler avec nos partenaires en Indonésie, en Namibie, et ça aussi, je pense que c'est une richesse qu'on peut avoir dans ce monde portuaire et maritime. Merci encore, merci à vous. Monsieur Tougoulou, on se projette directement dans le cas camerounais qui est un peu, je dirais, la manière dont on va illustrer tout ça. Parce que à travers le constat de Denis et les exemples très pratiques que Stéphane a donnés et les ambitions de l'UNCTAD, on se rend compte qu'on a besoin des pouvoirs publics. Ces pouvoirs publics qui sont absolument incontournables et sont un peu même certainement chefs d'orchestre avec les autorités portuaires pour que tout ça devienne des réalités opérationnelles, tangibles, mais surtout aussi, vous l'avez dit, hein, Stéphane et Louisa, sans détour, il faut que ce soit bankable tout ça. Ce n'est pas un puits sans fond, l'économie bleue. Ça doit rapporter de l'argent, mais de manière plus durable, de manière plus inclusive. Vous êtes au ministère de l'Environnement, du Développement durable, Monsieur Tougoulou, et vous êtes un expert du secteur. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple du Cameroun et de ce qui a été réalisé sous l'égide de votre ministère en relation directe, je suis sûr, avec la primature et la présidence? Comment peut-on expliquer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ce que signifie l'économie bleue vue depuis Yaoundé, et ensuite on ira et à Douala et à Kribi pour finalement faire l'articulation et dire voilà, ce que Yaoundé a permis, ça s'est réalisé à Douala et à Kribi sous ces formes-là. Monsieur Tougoulou, vous avez la parole et n'hésitez pas à corriger mon intervention si vous voulez aller dans une autre perspective. Non, il n'y a pas de souci, on devrait pouvoir apporter des éclairages dessus. Merci déjà de me passer la parole. Je profite de l'opportunité pour saluer tous ceux qui sont avec nous et qui écoutent cette table ronde.
je voudrais peut-être pas seulement me limiter au Cameroun, mais à la sous-région Afrique centrale en ce qui concerne l'économie bleue et on travaille avec les autres pays sur la question. Alors, je pense que les perspectives en termes de prise en compte de l'économie bleue, si ce n'est pas officiellement écrit dans les textes, dans les documents stratégiques, c'est déjà pris en compte dans la façon de faire. Alors, je le dis parce que le principe de l'économie bleue, il va être différent d'un pays à l'autre et du niveau de développement socio-économique à l'autre. Par exemple, dans les pays de la zone subsaharienne, l'économie bleue intègre également la dimension des eaux continentales. Pas seulement la partie côtière, mais également la dimension des eaux continentales, qui, ma foi, représente une très grosse partie de l'activité qui se fait sur l'eau et qui participe à l'économie et au développement socio-économique des populations. C'est très important, je vais revenir sur ces aspects tout à l'heure. Alors, si je disais l'économie bleue a une particularité, et je voudrais qu'on s'entende là-dessus, c'est son caractère fédérateur et intégrateur sur toutes ses composantes. Parce que si on le présente simplement comme des activités prises individuellement, on risque de passer de côté l'intérêt qu'il y a derrière à mettre en harmonie, en musique, à la fois l'exploitation des potentialités portuaires, le potentiel en termes d'énergie, le potentiel en termes de production biologique, pêche, aquaculture et tout, les nécessités environnementales et bien évidemment les questions de tourisme et de recherche qui peuvent se poser au niveau de ces plans d'eau. Alors, si je le dis, c'est parce que dans de nombreux pays d'Afrique, nous avons d'importants lacs de retenue d'eau et qui participent pour beaucoup, par exemple, pour les barrages qui ont été conçus au Cameroun. Je parle du barrage de Lompanga et celui de Lac d'eau, qui ont été finalement des centres d'expérimentation de l'économie bien des années avant que cette notion n'arrive. Parce que les barrages de retenue, les lacs de retenue ont été utilisés également comme des centres de production du poisson et de l'aquaculture. Ce qui a donné une autre dimension à l'intérêt énergétique qu'on leur donnait au départ, mais aussi beaucoup de ces barrages contribuent à assurer l'alimentation en eau, tous de certaines villes et d'autres activités autour. Si je prends le barrage de Lac d'eau, je vais d'abord rester à l'intérieur dans le continent. Lac d'eau, le barrage de Lac d'eau, la retenue permet également d'irriguer les plantations de riz des populations autour, ce qui donne une autre dimension à cette activité qui, au départ, avait été simplement mise en place pour produire de l'énergie. Donc, l'intégration des autres aspects, y compris les aspects touristiques, parce qu'on a mis là-bas une structure touristique, le lagon bleu au Grand Nord, qui attire une bonne partie des touristes intérieurs et même des touristes extérieurs qui viennent, font de la pêche, essaient de faire des petits tours sur le lac et prennent le moyen aussi de se distraire. Donc, cette capacité à utiliser également les eaux continentales pour faire de l'économie bleue, je pense que c'est une expérience qu'il faut partager avec les pays développés qui n'ont plus forcément la même vision compte tenu de leur niveau de développement. Pourtant, en Afrique, encore, cette question est très importante et représente même une grosse partie de l'économie. Lorsque nous revenons sur la partie maritime, où les contextes sont une fois de plus différents, le directeur et les représentants du port autonome de Kribi m'écoutent, peut-être qu'ils vont corriger ce que je vais dire. La mise en place des ports a un caractère beaucoup plus économique, surtout en ce qui concerne l'évacuation des produits en termes de produits industriels, de matières premières. Et donc, les questions comme des croisières, la mise en place des unités pour les croisières ne peuvent pas être prioritaires parce que le contexte économique et social ne s'y est pas encore, même si ça reste une opportunité. Et les enjeux environnementaux dans ce contexte-là aussi sont très importants et il faudrait pouvoir trouver une façon de les mettre en harmonie. Alors, je vais parler du cas explicite du Cameroun avec un focus sur le port autonome de Kribi, où autour, nous avons de nombreux projets qui vont être développés et qui pourraient être l'occasion de tester quelque chose de différent. Vous l'avez dit, dans les développer, un certain nombre de technologies, un certain nombre de capacités ont déjà été mises en place pour réduire les impacts environnementaux, pour faciliter la circulation des navires, pour éviter les accidents et tout. Mais là, nous avons un cas d'école qui va être un challenge, puisque nous avons à la fois les agro-industries qui doivent s'installer autour du port, nous avons les usines de production énergétique, nous avons la mine qui va s'installer, nous avons d'autres unités de transformation du premier au second degré qui vont s'installer et qui essaieront de converger l'ensemble de leur production vers le port de Kribi. Donc, les enjeux relatifs à la mise en adéquation du port avec les exigences techniques et environnementales vont être très importants, mais surtout la capacité du port à lever des ressources et des financements innovants
pour essayer d'intégrer les questions d'environnement à la fois dans les contrats avec les partenaires, mais aussi dans la gestion du port, vont être un enjeu de management assez important pour le port de Kribi, qui est également, il faut le dire, un des fleurons de l'Afrique centrale et qui va être l'exutoire de beaucoup de pays de la sous-région. En revenant dans les bassins, nous avons deux grands bassins dans la sous-région qui présentent un gros potentiel aussi en termes d'économie bleue, mais une fois de plus continentale. Nous avons la zone Sikos qui prend l'Ubangi et la Sanga, où nous avons d'importantes potentialités en termes de mini-hydroélectricité et d'hydroélectricité. Rien que sur le fleuve Dia, les études qui ont été faites à présent démontrent que nous avons à peu près 5 barrages qui peuvent être mis sur le fleuve Dia en seul, avec des puissances installées qui peuvent aller de 5 MW à 140 MW à la fin, à la sortie du côté de Cholet, à la limite entre le Congo et le Cameroun. Vous avez ce genre de potentialité qui existe, autant sur la KDI, sur la Sanaga. Et donc, le gros de l'économie bleue du Cameroun est, ou bien des pays d'Afrique centrale, que je connais bien, est beaucoup plus orienté vers les eaux continentales, pour ce qui concerne les aspects énergétiques. Et donc, la marémotricité, l'holomotricité et les éoliens ne sont pas encore des options très avancées au niveau de l'État, compte tenu de leur coût de mise en œuvre, de la capacité à amortir les charges liées à leur installation. Et donc, nous mettons l'essentiel de nos énergies renouvelables vers l'hydroélectrique en termes de mini, de moyens et de grands hydroélectriques, même si pour les grands barrages, on a de temps en temps des effets qui peuvent être liés à l'ennoiement d'importantes superficies forestières, donc l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais lorsqu'on calcule les compensations sur le long terme, on se rend compte que ces barrages sont, sur le bilan, beaucoup moins émetteurs que si on restait sur le thermique. Et donc, on peut rester dans une économie relativement bleue dans la signification étymologique du terme. Maintenant, nous avons également les questions de transport intérieur. Nous avons constaté, et ça c'est un fait, qu'entre la République fédérale du Nigeria et le Cameroun, sur le fleuve Benoué, il y a une importante activité de transport qui se fait à la fois de transport de personnes et de marchandises entre les deux États et qui constitue une activité économique et un lien d'intégration sociale très important entre les pays frères et voisins. La même observation a été faite entre le Cameroun, le Congo et le Congo, la RDC, à travers la Sanga et l'Ubangi, où de fortes marchandises également partent du Cameroun via les fleuves Sanga et KDI et se retrouvent au niveau de la République du Congo ou bien la République démocratique du Congo dans le cadre de la circulation entre ces grands fleuves qui lient nos différents pays. Et le dernier point, avant de revenir peut-être sur les questions ou les ouvertures qui vont être faites, c'était sur le fleuve Congo, qui représente un autre potentiel important, parce que les études qui ont été faites au départ démontrent qu'une bonne partie des matières premières, des marchandises, peut partir de l'intérieur du continent jusqu'à presque la zone portuaire ou côtière, rien qu'à partir du fleuve Congo, si un certain nombre d'aménagements ont été faits et si les embarcations sont aménagées et mises aux dimensions qui leur permettent de transporter d'importantes quantités de marchandises jusqu'à quelques kilomètres de la zone portuaire et donc faciliter le transit des marchandises de l'intérieur vers l'extérieur en reliant les ports, soit du Congo qui sont en production, soit celui du port autonome de Kribi, qui devait pouvoir faciliter la connexion entre les marchandises qui viennent des 3 pays frères et le port autonome de Kribi, qui permettra à ces marchandises ou ces matières premières en importation ou comme en exportation d'être soit reprises des grandes embarcations qui arrivent au niveau du port, ou alors des petites embarcations qui ramènent du continent et qui peuvent être ramenées au niveau du port autonome de Kribi. Voilà un peu présenté grosso modo la vision globale du gouvernement en termes d'économie bleue. Comme je l'ai dit, ce n'est pas encore écrit, mais nous avons des cas pratiques de son application effective et les résultats sont plutôt impressionnants. Merci. Monsieur Tougoulou, c'était absolument parfait parce que c'était absolument inattendu, je vous avouerai. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on parte sur effectivement énergie et potentiel hydroélectrique. Je ne pensais pas qu'on avait parlé de transport intérieur des personnes et des fret via les voies lacustres et fluviales. Et voilà comment une économie bleue prend toute une autre dimension, une dimension véritablement continentale et transfrontalière, les fleuves unissant les peuples plutôt que de les diviser. Et avant même de redonner la parole à mes collègues qui ont de l'eau salée dans le sang, je voudrais
faire un petit détour vers Denis Cordel, parce que Denis a été un logisticien qui a utilisé le fleuve Congo et ses potentialités. Et Denis, et je passe sous le contrôle de Stéphane et de Louisa, comment on peut, parce que j'étais très impressionné par ce que vient de nous expliquer M. Tougoulou et la perspective camerounaise de relancer toutes ces potentialités qui sont là, elles existent, elles sont juste à peut-être valoriser. Selon toi, Denis, quels sont les éléments clés et moteurs pour accélérer justement cette émergence d'une économie bleue sur finalement les potentialités géophysiques et géographiques du continent? Et je parle évidemment fleuve et lacustre. Hein. Enfin, selon toi. Au niveau fluvial, effectivement, l'éclairage, M. Tougoulou, elle est géniale. Et moi, elle me rappelle tellement de souvenirs du temps que j'ai passé sur les bords du fleuve Congo. Tout le centre de l'Afrique a la chance d'avoir le bassin du fleuve Congo, qui est un bassin immense, avec un fleuve navigable, mais un fleuve extrêmement capricieux. J'ai moi-même été chargé de la mise en concession du port de Brazzaville, donc c'est vraiment un sujet qui me parle. On est actuellement en train de travailler sur la remise en service, enfin la mise en service de nouveaux équipements de navigation sur la Lima, sur la Sanga, donc, qui sont des affluents du fleuve Congo côté Congo-Brazzaville, mais aussi actuellement la République démocratique du Congo, qui est un pays absolument immense, qui est alimenté par plusieurs corridors, dont un seul correspond à un port de son propre pays. Hein. Les autres, c'est côté Mombasa, côté Dar es Salaam, côté Durban, et même côté Luanda et Lobito avec la réfection du chemin de fer. Et on s'aperçoit que tous ces corridors qui alimentent la RDC ne sont pas interconnectés et qui restent au milieu de ce pays pour donner un peu une idée des volumes, des superficies dont on parle. L'espace entre la boucle du fleuve Congo et la rivière Kasaï au sud est un domaine qui est plus grand que la France, dans lequel il n'y a pas un seul kilomètre de route goudronnée et pas un seul pont. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a environ 20 millions d'habitants qui habitent dans cette zone. Et donc, si on prend tout le bassin du Congo, je crois qu'on ne doit pas être très, très loin de 200 millions d'habitants. Et la plupart de ces rivières sont navigables, mais, comme je disais, elles sont capricieuses, parce que ce fleuve, le Congo, il part de l'hémisphère sud, il monte dans l'hémisphère nord, il redescend dans l'hémisphère sud. Donc, ces variations de niveau en fonction des saisons sont très complexes. Ça nécessite une vraie coopération internationale. M. Tougoulou en parlait avec la SICOS. Donc, la SICOS qui regroupe les RDC, le Congo, et la Centrafrique, je ne sais plus si le Cameroun en fait partie, mais il nous le précisera, c'est d'avoir des financements pour mettre en place des systèmes de balisage, de dragage sur les points clés, de façon à sécuriser et à fiabiliser la navigation sur le fleuve. Par exemple, une ville comme Bangui a deux possibilités de corridor. L'un est routier, et donc latéritique, vers Douala ou Kribi, via Garoua-Boulaye, c'est très long. L'autre, c'est le fleuve Ubangui, la rivière Ubangui qui se jette dans le fleuve Congo depuis Kinshasa ou Brazzaville, mais ce n'est praticable que 6 mois de l'année. Et donc, le développement économique, que ce soit de la Centrafrique ou du Nord Congo, je vais prendre l'exemple de toutes les activités d'exploitation forestière qui tournent autour de Ouesso, Sud Cameroun, Nord Congo, etc., qui effectivement sont tout à fait volontaires pour utiliser le fleuve et la rivière. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, par contre, du fleuve Congo, on ne peut pas accéder à la mer parce qu'il y a des rapides, donc on est obligé à un moment donné de repasser par la terre, dans tous les cas de figure. Mais malgré tout, parce que c'est économiquement viable, ça coûte beaucoup moins cher que par la route, mais ce n'est pas utilisable toute l'année aujourd'hui pour des questions de niveau de l'eau et surtout de quelques zones ensablées qui freinent la navigation. Donc, il y a un vrai besoin d'une coordination régionale. Alors, ça peut être avec la ZLECAf, avec une SICOS étendue, d'assurer un balisage et un dragage de toutes ces routes qui sont des routes bleues et qui existent.
mais qui sont finalement, qui ont été exploités il y a de nombreuses années et qui aujourd'hui ont été un peu laissés en désuétude, ce qui est un peu dommage. Merci beaucoup, Denis. Avant de retourner sur les ports, je voudrais avoir un sentiment de Louisa et de Stéphane. Est-ce que, par rapport à ce que vient de dire M. Tougoulou, est-ce que dans les perspectives de financement, d'accompagnement et je dirais, de feuille de route bleue, on va dire, les fleuves et les potentialités fluviales sont incluses et prioritaires peut-être pour l'AFD sur certains projets de financement et d'accompagnement? Peut-être Louisa d'abord et ensuite on retournera voir Stéphane. Donc, juste, je rebondis, j'ai trouvé extrêmement intéressant la participation de M. Tougoulou, je vous remercie. C'est cette idée que, reprendre cette idée que les retombées économiques des démarches liées à l'économie bleue sont en grande mesure liées à des liens entre les ports et toutes ces zones environnantes, le hinterland. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec lui que le développement de corridors qui connectent les ports avec les zones immédiates aux alentours du port et la connectivité intra-régionale est très intéressante par rapport à capitaliser sur ces opportunités et en particulier par rapport aux énergies, parce que si on discute concrètement de l'énergie, disons, il y a des études qui ont été faites par rapport à le croissant besoin d'énergie qu'il y a par rapport à l'évolution en Afrique, ce qu'on peut déjà chiffrer, c'est quelque chose qui peut être chiffré déjà. Donc, cette idée d'un renforcement de liens intra-africains par rapport à ces potentiels énergétiques, créer ces complémentarités de production, de distribution, de chaînes de valeur régionales, je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour répondre à ta question, je pense que la réponse serait oui, il y a vraiment un potentiel à explorer par rapport à créer ces synergies ou ces complémentarités dont il a parlé. Et disons, ça, à la lumière de la zone de libre-échange africaine, c'est particulièrement important à cause de ce point que tu as mentionné dans l'introduction, cette idée qu'il y a vraiment cette grande zone de libre-échange, mais qu'il y a encore un chemin à parcourir par rapport à développer ce commerce intra-africain. Et donc, oui, pour dire court, oui, je pense qu'il y a du potentiel à exploiter de ce point de vue-là. Merci. Merci beaucoup, Louisa. Stéphane, je vais juste préciser d'un mot. Je me rappelle d'un excellent ami qui était le DG du port de Pointe-Noire, Jean-Marc Agnellet. Je fais souvent référence à lui car il était particulièrement visionnaire. Il y a plus d'une décennie déjà, il expliquait à Kinshasa que son rôle stratégique de rupture de charge sur Matadi-Boma devait s'accompagner d'une vision d'intégration régionale sur le fluvial parce qu'il estimait que son rôle d'accompagnateur du développement socio-économique de son pays pâtissait du fait qu'on avait oublié complètement le fleuve et il s'en prenait souvent aux bailleurs de fonds et aux investisseurs privés en disant l'État ne peut pas tout faire et on a besoin de vous, AFD et autres, hein, il n'avait pas cité explicitement AFD, mais il avait vraiment mis en avant le fait qu'un bras de fleuve, un bout de potentiel de connectivité maritime bleue sur le grand bassin hydro du Congo devait mobiliser des bailleurs de fonds et des investisseurs privés. 10 ans plus tard, est-ce que finalement l'AFD travaille aussi en concertation avec les autorités publiques, mais aussi avec les opérateurs privés sur des cas concrets et pratiques de valorisation du fleuve? Merci. Peut-être deux éléments de réponse. Un sur le mot corridor, un sur le mot fleuve ou lagune, même, on pourrait étendre. Sur le mot corridor, hein, donc je pense que là, on commence à tous, là, depuis le début de nos interventions, à mentionner le fait que travailler sur le maritime et sur les ports, c'est aussi travailler sur l'interland immédiat. Hein. J'ai parlé de valeur ajoutée économique et sociale, mais aussi sur les corridors amont, donc travailler sur des lignes ferroviaires, travailler d'un point de vue institutionnel sur les passages aux frontières. Hein. On sait très, très bien que souvent, ce n'est pas le fait que la route soit à 2 fois une voie au lieu de 2 fois 3 sur 300 km amont qui fait la différence, mais c'est le passage aux frontières. Donc, en cela, il faut saluer l'action de gens comme l'Union européenne ou de TMEA qui a travaillé là-dessus en Afrique de l'Est. Donc, voir cette vision élargie, alors, dans tout, c'est toujours compliqué, mais je pense qu'encore une fois,
œuvrer pour le monde maritime, c'est aussi travailler sur tous ces corridors amont, petite échelle et grande échelle. Deuxième petit élément sur les fleuves, sur le principe, évidemment, aucune opposition. On n'a aucune opposition. Alors maintenant, effectivement, eh bien, c'est plus compliqué. Alors peut-être que M. Cordel, que j'avoue, je ne connaissais pas avant, qui a beaucoup parlé du fleuve Congo. Moi, je sais qu'il y a une quinzaine d'années, ou 17, quand je suis arrivé à l'AFD, on avait un financement qu'on appelait SOCATRAF, et qui, de mémoire, quand je vois qu'il opine du chef, je crois qu'il consistait à financer des barges, la rénovation de barges de transport sur le fleuve Congo. Alors, ça remonte à très longtemps, mais je me souviens de ça. Après, la difficulté, très honnêtement, nous, c'est toujours pareil. On prête de l'argent, essentiellement. Il faut trouver un emprunteur. Et donc, un emprunteur qui soit éventuellement un opérateur privé qui fasse ce business, plutôt notre filiale privée. Hein. On a une filiale privée qui s'appelle Proparco qui prête à des opérateurs privés. Je ne pense pas qu'ils aient trouvé d'opérateurs comme ça à ma connaissance. On peut aussi trouver une entité publique nationale ou régionale. Et je dis régionale, là aussi, hein, c'est une complexité pour nous toujours de trouver une entité régionale qui peut rembourser un prêteur tel que nous. Donc, pas d'opposition de principe, difficile de trouver des points d'application malheureusement. Et un dernier petit mot, ça, on aura fait vraiment toutes les échelles. Un petit mot sur le transport lagunaire. J'ai un collègue qui travaille sur le Nigeria, où on travaille depuis très nombreuses années sur la mobilité urbaine, des projets de bus. Mais il y a une lagune à Lagos et aujourd'hui, nous sommes en train d'instruire un 4e ou 5e concours de mobilité urbaine à Lagos. Et dans le prochain, il y a un volet de transport lagunaire. Et pour ceux qui connaissent la géographie, ça peut a priori permettre de faire des choses bien. Il y a une autorité de transport urbain à Lagos extrêmement compétente, la MAT, qu'on connaît beaucoup, et qui a pris dans son mandat ce transport lagunaire. Donc là aussi, il y a un sujet institutionnel. On veut financer du transport fluvial ou lagunaire. Il y a du travail institutionnel en amont. Quelle est l'entité publique éventuellement qui va avoir dans sa compétence l'organisation et les investissements de ce genre de transport? On pourrait imaginer la même chose sur la lagune d'Abidjan, bien entendu, où il y a un problème de pollution d'abord, mais on pourrait imaginer le même genre de choses. Donc, aucune opposition de principe en résumé de notre côté. Et donc, on essaye de faire des choses très modernes. Merci beaucoup, Stéphane. Si je peux juste me permettre de rebondir. Je suis sûr que Denis veut rebondir, évidemment, de manière courte et précise. Oui, tout à fait. Donc, pour vous rassurer, M. Carcasse, on n'a pas la chance encore, effectivement, de s'être connu avant. La Banque mondiale finance un projet de transport par barge sur la lagune d'Abidjan pour décongestionner la ville d'Abidjan, donc pour limiter le nombre de camions qui passent. Et on en est au stade d'un conseil en transaction pour trouver un opérateur privé pour le faire. Donc, vous voyez qu'on est complètement dedans. C'est la Banque de la Banque mondiale qui le finance. D'accord. Et nous sommes donc à Lagos et comme ça, on est très complémentaires. Merci. Merci beaucoup de vos échanges, messieurs. Ça répond en plus à plusieurs questions déjà sur le chat, sur notamment les impacts de la pollution de ces grands développements portuaires. On voit qu'il y a des mesures de mitigation, je dirais, d'appréhension et d'anticipation de la croissance des volumes par le report modal, par des solutions de transport plus propres. Et c'est déjà des réponses qui est apportée. On se transpose maintenant dans nos deux ports africains et camerounais de surcroît qui sont avec nous aujourd'hui. Alain Patrick Mpila, on va commencer par toi. On a beaucoup parlé du port de Kribi. Monsieur Tougoulou a fait beaucoup référence au port de Kribi parce que port neuf de 5 ans d'âge, c'est vrai que 5 ans, c'est très récent pour un grand port comme le vôtre en eau profonde. Je vais carrément ouvrir la question. Hein. Que t'inspire tout ce qui a été dit, tant d'un point de vue, je dirais, macro avec Stéphane, avec Louisa et Denis, que d'un point de vue plus peut-être sous-régional, régional et camerounais, avec tous les éléments que M. Tougoulou a bien voulu partager avec nous. Comment, au port de Kribi, on a une stratégie d'économie bleue par rapport à tout ça? Vaste question, vous avez 8 minutes, cher ami. Ah, le micro, je ne t'entends pas, moi. Là, c'est bon? Voilà, c'est parfait. Allez-y, cher ami. Merci à tous. OK, qu'est-ce que ça m'inspire? Ce qu'il faut dire, c'est on est rassuré à écouter les uns et les autres sur la démarche que nous avons actuellement engagée au niveau du port de Kribi.
Nous sommes rassurés à plus d'un titre sur la logique des chaînes de valeur, sur la logique de l'intégration de la partie maritime, strictement maritime, avec la partie interland et continentale. Nous sommes rassurés sur la démarche que nous avons engagée depuis 2016. Ce qu'il faut déjà dire à titre d'introduction, c'est peut-être remettre en perspective ce qu'est le port de Kribi au niveau physique. Il faut dire que physiquement, le port de Kribi, c'est un domaine maritime qui fait 104 km de la zone intertidale jusqu'à 12 000 marins sur cette partie maritime et sur la partie continentale qui est directement sous sa compétence, on a à peu près 15 000 hectares de terrain avec un rayon d'impact qui impacte sur le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine, le Nord Congo, le Nord Gabon et la Guinée équatoriale. Donc, vous imaginez bien un peu tout ce que cela induit en termes de mise en cohérence sur les aspects de report modal. Nous avons notamment travaillé pour reverser un peu un point sur ce qui a été discuté précédemment. Nous avons travaillé avec le ministère des Travaux publics et la Banque mondiale sur la stratégie nationale de la multi- et de l'intermodalité. Question de mettre en musique l'évolution des infrastructures linéaires et ponctuelles au niveau du Cameroun au service de la logistique, dans un premier temps, mais de manière plus large au service de l'économie, et spécifiquement de l'économie bleue. Donc, quand j'ai donné ces caractéristiques pour ce qui est du port de Kribi, vous comprenez déjà qu'on parle des caractéristiques de la partie maritime, que la problématique de l'économie bleue est consubstantielle au port de Kribi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le port de Kribi sans avoir en perspective d'adresser la question de l'économie bleue. Et pour le faire, nous nous sommes attelés au cours des dernières années à essayer de faire un diagnostic, un bilan pour savoir un peu quel était l'état initial en termes d'activité économique, en termes de parties prenantes, en termes de besoins de ce territoire-là et d'essayer d'établir une stratégie qui devait permettre de mettre en musique donc l'activité, l'évolution de l'infrastructure portuaire telle qu'elle est envisagée au niveau du Cameroun, avec les besoins spécifiques des populations autochtones, parce que une chose est importante, on a beaucoup parlé tout à l'heure d'économie bleue, mais on n'a pas parlé des populations. N'oublions pas que, in fine, toutes les activités que nous menons, elles doivent d'abord servir nos populations. Donc, nous, au niveau de Kribi, la règle des 3 P, dont profit, planète, population, est une règle centrale dans notre démarche stratégique. Donc, nous avons, de ce point de vue, élaboré un schéma d'aménagement et développement durable. Nous avons élaboré une stratégie RSE et nous avons mené une étude de génie environnemental pour essayer d'adresser la problématique du monitoring de l'information environnementale en lien avec les problématiques de conservation des écosystèmes, de conservation et de préservation des écosystèmes. Donc, dans ces éléments-là, nous avons identifié un ensemble de secteurs, un ensemble de sujets, un ensemble d'enjeux qu'il est bon d'adresser en termes de transport maritime, comment l'organiser au mieux pour essayer de mitiger et d'atténuer de la manière la plus raisonnable les externalités associées à ce trafic maritime-là, ce transport-là sur les écosystèmes marins. Sur ce qui est des produits de la pêche, nous avons envisagé d'organiser un peu ce segment-là. Tout à l'heure, j'ai parlé des parties prenantes. Il est question de développer une filière sur la base de l'activité de pêche qui devrait avoir comme finalité la mise en place d'un parc technologique associé aux activités de pêche au niveau du domaine portuaire de Kribi. Donc, ces éléments permettront, dans un premier temps, d'organiser l'activité qui se fait de manière traditionnelle actuellement par les populations sur l'ensemble des points de débarquement non aménagés qu'il y a de l'embouchure d'Union à l'embouchure d'Untem et de manière progressive créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi pour ces populations. Parce que comme nous le savons tous, l'économie doit être durable pour que on doit mettre en lien la partie océanique et la durabilité au bénéfice des populations. Donc,
Ça, c'est des éléments que sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons également avec le gouvernement depuis quelques années pour mettre en place une grande zone de conservation, un grand parc marin, qui va être un peu, de notre point de vue, un élément modèle, qui va être une zone vraiment de conservation de grande dimension, qui va se déployer au sud du port général actuel de Kribi. Et nous y travaillons de manière très importante. Le décret qui met en place, qui crée ce parc marin a déjà été promulgué. Et nous sommes en train de travailler avec les différents acteurs de la société civile et les acteurs universitaires pour que, au niveau de la structuration, au niveau du modèle économique, au niveau du modèle de gestion, que les éléments de sa pérennité puissent être mis en place et que cette zone de conservation, on va dire de taille mondiale, puisse voir le jour au titre de notre contribution à l'économie bleue. Donc, l'autre chose qui est également faite au niveau du port, c'est tout ce qui est en lien avec les problématiques de sûreté, sécurité, gouvernance de ce domaine-là. 104 km de côte, 12 000 marins, c'est quand même un domaine assez important. Il est important de réguler, il est important d'organiser, il est important de communiquer pour que l'ensemble des acteurs puissent adopter des pratiques et on va dire des pratiques vertueuses en ligne avec ce qu'on essaie de promouvoir. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, pour ça, nous avons mis en place un véhicule qui est de programme d'accompagnement socio-économique de crédit. Ce véhicule a vocation à être une réponse commune à cette problématique-là, parce que le port tout seul ne peut pas se substituer aux acteurs privés, il ne peut pas se substituer aux acteurs publics, mais l'idée est de mettre en musique. Et pour mettre en musique, il faut des cadres de dialogue, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se voient, il faut que les gens se comprennent. Donc, nous avons mis en place ce cadre de dialogue-là qui permet d'adresser des enjeux en lien avec la formation, la santé, l'emploi, la sécurité et sûreté que j'ai évoqué tout à l'heure, les problématiques de préservation. Donc, ce cadre de dialogue-là voit la participation des populations, de la société civile, des acteurs privés industriels, du port, des acteurs publics, pour voir un peu comment au niveau du territoire, on peut arriver à mettre en place des approches qui se tiennent tant sur la partie maritime que sur la partie continentale. Parce que comme on l'a tous bien constaté tout à l'heure, il y a vraiment un jeu de rôle qu'il est bon de mettre en place. L'autre chose qu'il est important de mettre en perspective, c'est tout ça va se faire de manière progressive, de manière concomitante, parce qu'il y a une temporalité. Tout à l'heure, tu as évoqué le temps long. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies et il faut donner des indicateurs. Donc, nous avons mis en place une matrice d'indicateurs et nous sommes en train de mettre en place un ensemble d'instrumentations, un ensemble d'obligations pour les différents partenaires au port pour contribuer et construire de manière progressive cette dynamique. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous sommes en train de promouvoir. Les outils sont en place. Nous avons eu le bénéfice de l'accompagnement de l'Agence française de développement dans le cadre de ces études-là. Nous sommes en train de discuter avec la Banque africaine de développement dans le cadre du projet des enclavements des zones industrielles de Kribi pour continuer à travailler sur ces problématiques-là parce que la Banque africaine de développement, prenant bénéfice de ce qui avait été déjà mis en place par le port, de l'accompagnement de l'Agence française de développement, a été sensible à la démarche, a été sensible à la dynamique et se propose de nous accompagner sur ces questions. J'ai discuté il y a quelques semaines avec Luisa à Tanger en lui indiquant qu'au niveau des Kribi, nous sommes très attentifs à ce qui est fait à leur niveau et que nous espérons que très prochainement, on pourra s'inscrire dans l'ensemble des programmes qui sont portés par elle-même et par son organisation. L'idée étant que dans un horizon
qui est celui de la stratégie africaine, de l'Union africaine sur l'économie bleue, dont à l'horizon 2030, on puisse avoir des résultats qui sont probants, que nous puissions mettre au bénéfice de cette démarche-là, en pouvant se retourner en disant on a fait œuvre utile pour des populations et pour les organisations que nous portons. Voilà, de manière introductive, ce que je peux dire. S'il y a un questionnement particulier, je suis disponible pour compléter le cas échéant. C'est déjà une belle introduction, cher Patrick. Ce que je retiens vraiment de clé, hein, et effectivement, on n'en avait peut-être pas encore assez parlé, et c'est quand même absolument essentiel que de mettre en face d'économie bleue, société civile, pêcheurs, population. Tu as aussi, et j'en suis très sensible, tu le sais bien, communauté de recherche, parce qu'on peut aussi trouver des solutions, ou du moins des idées neuves, dans la communauté de recherche et de développement camerounaise, qui est très, très active de surcroît. J'aurais juste un tout petit commentaire pour M. Tougoulou, parce que… Peut-être si tu permets. Oui. Vas-y, je t'en prie. Parlant de la recherche, tu fais bien de remettre ça en perspective. Nous travaillons avec les écoles polytechniques du Cameroun, dont celle de Douala et celle de Yaoundé, ainsi que l'Université de Douala, pour déployer justement des solutions innovantes en lien avec les problèmes que nous rencontrons. Donc, nous avons de ce point de vue mis en place des accords 4 qui vont être rendus publics certainement dans les prochaines semaines. Tout dépendra des hiérarchies au niveau des universités et au niveau de la direction générale du port. Il y a également un ensemble d'instruments qui ont été mis en place avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour accompagner ces dynamiques-là, avec la Chambre d'agriculture des pêches pour permettre de donner du sens et du lien. Parce que c'est bien d'avoir un cadre de dialogue, mais après, il faut aussi avoir des cadres de mise en œuvre. Et de ce point de vue, donc, nous avons mis en place des accords cadres spécifiques qui permettent, au-delà du cadre de dialogue où les uns les autres peuvent se parler, des cadres de mise en œuvre où, en fait, on peut, par exemple, dans le cadre de ce que nous faisons à la CAPEF, mettre en place des centres d'excellence pour accompagner justement ces populations riveraines sur ces activités qui ont été identifiées comme étant pilotes dans le cadre de la démarche. Merci bien. C'est parfait, merci beaucoup. Ça m'assure ma transition vers M. Tougoulou parce que, M. Tougoulou, est-ce que vous n'avez pas, je dirais, un souci peut-être aujourd'hui d'anticipation sur justement la formation des élites publiques? J'en veux pour preuve que ces transformations digitales, environnementale, elle demande des nouvelles compétences parce qu'on doit aborder des nouvelles considérations sur du temps long. On doit avoir des compétences techniques, technologiques, digitales, mais aussi de vision intégrée entre les objectifs internationaux, les objectifs nationaux et les objectifs des ports. Comment le ministère réussit je dirais, à pallier la problématique du recrutement de ces élites face aux enjeux de cette économie bleue? Ok, merci de me repasser la parole. Je pense que l'un des axes principaux de la nouvelle stratégie de développement du Cameroun a mis la formation et le digital comme un pilier particulier à relever pour essayer de remettre l'ensemble de nos actions, de nos interventions au niveau des pays les plus avancés. Et nous avons au niveau du Cameroun, avec des accords avec beaucoup d'universités, de nombreux centres d'excellence et de formation qui ont été ouverts et mis en place pour essayer d'orienter les jeunes vers les sciences qui parlent de l'informatique en général. Nous avons des filières qui ont été ouvertes dans de nombreuses universités qui parlent spécifiquement des questions d'environnement. On a des ingénieurs environnementaux aujourd'hui qui sont formés. L'État en a recruté un certain nombre il y a quelques mois et il y a plusieurs d'entre eux également qui sont en formation. Nous avons également des curricula qui ont été mis en place pour ce qui est de la robotique et tout ce qui est de l'intelligence artificielle au niveau des centres universitaires aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être faites et maintenant, les champs d'application vont être beaucoup plus orientés vers les structures demandeuses. Donc, ça nous donne l'opportunité dans le cadre des conventions qui sont faites
souvent avec les entreprises ou les institutions comme le port autonome de Kribi, de voir quels sont les besoins réels des institutions ou des privés en termes de formation pour que l'État puisse réorienter ses formations vers ces besoins-là. Comme on vous l'a dit, tout ce qui est géomatique, tout ce qui est robotique, tout ce qui est science, intelligence artificielle, c'est en expansion et beaucoup plus rapidement que vous pouvez l'imaginer. Je me souviens récemment, nous avons eu un jeune qui a produit ce qu'on appelle le cardiopathe, si vous avez entendu parler de ça. Un Camerounais qui a produit le cardiopathe, qui était une espèce de dispositif qui permettait à distance, même sans être médecin, de faire son diagnostic cardiaque à partir d'une simple tablette. Donc, c'est des choses qui existent déjà là. Il a été orienté vers l'application de la médecine. Alors, si on a également des besoins qui peuvent être importants du côté de l'économie bleue, je crois que le marché va forcément créer l'opportunité pour ceux qui ont ces centres de formation-là et pour ceux qui voudraient s'intéresser à ces nouvelles sciences ou bien ces nouvelles orientations de la recherche. Merci beaucoup, M. Tougoulou. Merci encore. Effectivement, ça donne de l'espoir. J'ai beaucoup de questions aussi sur des jeunes qui s'interrogent sur leur métier de demain. Et je crois que là, on a des gisements de valeur absolument considérables et des métiers à apprendre et des compétences à développer. Cher Joseph, merci beaucoup pour ta patience. On finit toujours par les meilleurs, tu sais bien. Donc, on va aller à Douala. Là, je ne regarde pas Patrick quand je dis ça, parce qu'autrement, il va me dire que je vais être persona non grata à Kribi. C'est voilà, beaucoup mieux. C'est un, entre guillemets, on va dire un vieux port par rapport évidemment à celui de Kribi, enchâssé dans une ville de 5 millions d'habitants, avec des grands défis. Alors là, je reviens sur les questions du chat de pollution, de génération des externalités négatives. Comment, en tant que directeur de la stratégie du développement et de la coopération, quelqu'un comme Joseph développe une vision d'économie bleue sur un port comme celui de Douala? Vaste question, j'en conviens. Merci beaucoup, cher Yann. Et puis, merci à Ashraf aussi pour l'invitation à ce webinaire qui arrive à point nommé pour moi parce que je ne sais pas, Yann, si tu es au courant de l'activité en perspective au niveau de la CEAC, notamment la tenue du 20 au 25 juillet prochain à Kinshasa, d'une importante conférence maritime destinée à l'élaboration d'une stratégie de l'économie bleue pour les États de l'Afrique centrale, la CEAC. Donc, voilà, à cette occasion, on reviendra effectivement sur ces développements, sur la place des ports dans le développement de l'économie bleue en Afrique centrale. Et donc, pour moi, notre webinaire constitue aujourd'hui une importante mise en bouche dans cette perspective-là. Et donc, effectivement, je fais mienne les analyses qui ont été faites par les précédents panélistes, très édifiantes sur l'économie bleue. Ce que M. Tougoulou a dit, s'agissant du champ de l'économie bleue en Afrique, de manière générale, est très vrai, aussi bien au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEA, la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Effectivement, l'économie bleue concerne toutes les étendues d'eau et de rives, qu'il s'agisse des océans, des mers, des côtes, des lacs, des cours d'eau, des nappes souterraines même. Tout cela fait partie du champ de l'économie bleue dans la perspective africaine. Donc voilà un peu le potentiel qui nous intéresse aujourd'hui dans la perspective de construction d'une véritable stratégie de l'économie bleue. Et vous savez mieux que moi que les ports constituent des poumons économiques très importants pour nos États. Et dans ce contexte, la place des ports aujourd'hui dans le développement d'une économie bleue est centrale parce qu'il faudrait véritablement que les activités portuaires qui ont un lien avec les différents enjeux de l'économie bleue qui ont été relevés tout à l'heure, que ces activités portuaires
soit développée dans une véritable perspective d'intégration des enjeux et des défis de l'économie bleue. Alors, ce qui est aussi important de relever de manière générale, c'est ces concepts qui accompagnent de plus en plus tous les débats autour de l'économie bleue, notamment les concepts de durabilité et d'inclusivité. C'est très important. De plus en plus, dans la perspective africaine, tout au moins, quand on parle de l'économie bleue, on ajoute économie bleue durable et inclusive. Et je crois que les ports devraient s'attacher davantage à ces qualificatifs qui accompagnent aujourd'hui l'économie bleue, parce qu'il est question dans cette nouvelle approche de reposer l'économie bleue en grande partie sur une relation équilibrée entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux. Bref, se mettre dans une perspective de développement économique alliant aussi bien croissance économique que progrès social et protection de l'environnement. Alors, comment est-ce qu'au niveau des ports, on devrait donc se positionner dans cette perspective? À Douala, comme vous le savez, le vieux port du Cameroun, nous sommes dans une grande dynamique de développement du port à long terme. Vous savez bien, on vient d'adopter un schéma directeur de développement dans une perspective lointaine sur 30 ans, 2020-2050, et qui intègre donc un important plan de développement multiforme du port sur plusieurs dimensions. Et il est important aujourd'hui que les dimensions de l'économie bleue fassent partie de cette stratégie de développement sur tous les aspects qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je crois que la dimension institutionnelle, la dimension juridique et institutionnelle doit être importante dans ce processus, parce qu'il est important de s'assurer déjà aujourd'hui que les cadres juridiques qui régissent les activités des ports intègrent véritablement les enjeux et les défis de l'économie bleue. Les cadres institutionnels, comment est-ce qu'on s'organise aujourd'hui au sein des autorités portuaires, dans nos organigrammes d'ailleurs, comment est-ce qu'on structure l'implémentation de l'économie bleue. Ce sont des aspects très importants que nous essayons d'implémenter actuellement avec, en intégrant par exemple dans nos organigrammes des cellules dédiées au développement durable, des cellules, des départements spécifiques dédiés aux relations avec les communautés riveraines, des cellules dédiées à la problématique de la responsabilité sociale et environnementale. Voilà toutes ces préoccupations qui relèvent effectivement des enjeux de l'économie bleue, qui se veut une économie inclusive, c'est-à-dire qui devrait profiter au maximum de populations, au maximum de personnes, et pas seulement aux opérateurs portuaires, qui sont très souvent ces grands acteurs, ces grands opérateurs mondiaux, qui devraient travailler aujourd'hui dans la perspective de faire bénéficier de leurs profits au maximum de personnes. Donc, durabilité, inclusivité, au plan institutionnel, on doit s'assurer que les cadres juridiques et institutionnels de base intègrent ces préoccupations, et nous essayons de le faire de cette manière. Alors, on a évoqué les questions de durabilité environnementale. Ça, c'est très important aujourd'hui dans tous nos projets. Dans tous nos projets, effectivement, on s'assure que toutes les études qui doivent être menées dans la réalisation d'un projet intègrent obligatoirement des études d'impact environnemental et social.
Ça, c'est devenu une obligation dans le cadre de la réalisation de toutes les études d'impact, dans le cadre de la réalisation de tous les projets portuaires. Et puis, il a été dit tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord par M. Cordel, Maître Cordel, que je ne sais pas si c'est Cordel qui l'a dit, mais il a été relevé qu'il est important, lorsque nous définissons nos cahiers de charges ou même des appels d'offres pour tous les opérateurs qui devraient développer nos projets, d'intégrer des obligations liées aux enjeux de développement durable, aux enjeux de toutes les façons de l'économie bleue. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire également. On essaie de veiller parce que quand on rédige des cahiers de charges, que ces préoccupations, ces problématiques novatrices liées à l'économie bleue soient présentes. La durabilité énergétique, c'est une préoccupation majeure aussi. Déjà, c'est vrai, l'Afrique a un grand potentiel énergétique, on le dit très souvent, le potentiel solaire et tout, mais vous savez très bien que nous souffrons toujours de problèmes d'accès à l'énergie, nous n'avons pas suffisamment d'énergie. Et l'industrie portuaire en souffre, les opérateurs portuaires en souffrent, parce que les besoins énergétiques aujourd'hui dans nos ports qui se veulent des pôles industriels-portuaires ne sont pas comblés par l'offre énergétique existante. Alors, il est question de combler cette offre énergétique et au niveau de Douala, nous avons d'importants projets, actuellement un projet de production autonome de l'énergie au sein du port pour acquérir cette autonomie complète. Mais dans ce processus-là, il faut qu'on s'inscrive effectivement vers la promotion aussi des énergies renouvelables. On ne va pas se limiter au système de production classique de l'énergie. Il faut explorer aujourd'hui toutes les nouvelles sources d'énergie qui existent, notamment les énergies renouvelables. La question de la responsabilité sociétale, elle est importante pour nous. Comme Kribi l'a relevé tout à l'heure, mon collègue de Kribi, M. Pila, nous avons également élaboré une stratégie RSE. Déjà, c'est fondamental pour nous. Vous savez, le port est construit dans la ville aujourd'hui. Le port étouffe la ville. Les communautés riveraines sont les relations avec les communautés riveraines sont un vrai sujet pour nous au quotidien. Parfois, elles ont tendance à squatter dans le domaine public portuaire et il faut mettre un dialogue permanent pour essayer de leur faire comprendre que le port doit travailler en synergie avec la ville et que ce ne soit pas une relation conflictuelle. Nous y travaillons. Et surtout aussi, au niveau de la gouvernance portuaire aujourd'hui, il y a un aspect très important sur lequel nous nous penchons depuis un certain temps, c'est la normalisation des activités portuaires pour veiller à ce que l'accomplissement des activités portuaires repose sur des standards partagés et que le fruit, comme je l'ai dit tantôt, le fruit de ces activités, de l'exploitation des activités portuaires, soit vraiment bénéfique pour tout le monde, pour l'État, pour les opérateurs et pour ceux qui travaillent. Donc, cette normalisation nous permet de créer de nouvelles activités, de créer de nouveaux emplois, ce qui permet de lutter, d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage qui est un vrai fléau pour nous. Bref, l'approche de normalisation des activités portuaires nous a permis, comme autorité portuaire, de mettre en place une régulation aujourd'hui qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur les métiers portuaires et la manière dont ces métiers doivent être accomplis par les opérateurs y afférents. Donc, aujourd'hui, tout est réglementé au niveau du port et cela au bénéfice de tout le monde. Les concessions portuaires
aujourd'hui au port de Douala se font avec la plus grande attention, la plus grande vigilance possible pour veiller à ce qu'elles reposent sur des modèles économiques et financiers qui, au bout du compte, assurent un équilibre dans le partage des bénéfices, aussi bien pour les opérateurs privés que pour l'État et que pour les travailleurs de ces entreprises qui signent avec nous ces concessions et toute autre convention d'exploitation portuaire. Et bien entendu, il a été évoqué tout à l'heure l'importante place de la sécurité, de la sûreté dans l'implémentation de cette économie bleue. Effectivement, c'est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, si pour ceux qui ont l'opportunité de visiter le port de Douala, ils constatent qu'il y a un très grand changement à travers l'implémentation du projet de sécurisation du domaine public portuaire qui fait que les activités portuaires aujourd'hui s'exercent dans un cadre extrêmement confortable et qui répond un peu à cette préoccupation de durabilité parce qu'il n'y a presque plus de vol, il n'y a plus de menaces ni contre les personnes, ni contre les biens dans l'enceinte portuaire. Et ça répond effectivement à cette question de durabilité dans une certaine mesure. Et pour terminer pour cette partie introductive, je voudrais relever aussi notre intérêt pour les autres dimensions de l'économie bleue qui ont été évoquées tout à l'heure. La pêche, effectivement, pour nous, il est question d'utiliser le port comme un outil puissant de développement de la pêche, hein, et aussi de lutte contre des fléaux tels que la pêche illégale et illicite, parce que souvent, les ports constituent des passerelles aussi pour le développement de ces activités illégales et illicites. Et nous veillons à ce que nos terminaux de pêche se développent dans les meilleures conditions et surtout qu'ils s'arriment aux meilleurs standards pour éviter ces fléaux de pêche illégale et illicite. Et enfin, le tourisme maritime aujourd'hui qui constitue aussi une importante dimension de l'économie bleue est une préoccupation pour nous. Nous sommes en train d'implémenter, de maturer actuellement d'importants projets d'aménagement des infrastructures urbaines et touristiques en milieu portuaire pour répondre un peu à la problématique aussi de la relation ville-port, pour essayer de connecter la ville à son port, et, voilà, faire davantage du port un port citoyen et répondre, comme je le disais, à cet important enjeu de l'économie bleue que constitue aussi le tourisme maritime et portuaire. Donc, voilà, hein, en quelques mots pour introduire, mon cher Yann, un peu la dynamique qui est la nôtre actuellement pour se positionner comme acteur de l'implémentation de l'économie bleue. Merci. Encore une fois, je crois que c'est une très belle introduction. J'oserais espérer que ce soit un tout petit peu plus qu'une introduction, chers amis. Je crois qu'on a une illustration vraiment très opérationnelle et pratique, mais aussi très, je dirais, institutionnelle et juridique, comme tu le disais, Joseph, d'une démarche. Hein, les Québécois utilisent ce mot très pratique de conscientisation vis-à-vis de l'économie bleue. Je vais peut-être être un petit peu provocateur, mais une question qu'on n'aborde jamais, c'est le caractère rentable d'une économie bleue, le caractère, comme le disent les anglophones, bankable d'une telle stratégie. Pour des ports comme Douala ou Kribi, est-ce qu'il y a un modèle d'affaires sur chacune des dimensions qui constituent la stratégie de l'économie bleue, ou est-ce que c'est véritablement un coût d'entrée d'investissement très lourd pour travailler sur le long terme, pour la société, pour l'environnement? Aujourd'hui, entre le pragmatisme de gagner de l'argent et l'ambition de sauver la planète, comment les autorités portuaires agissent d'un point de vue purement financier vis-à-vis d'une stratégie d'économie bleue? Peut-être Patrick pour commencer et ensuite Joseph assez court, parce que comme ça, je vais pouvoir rebondir sur les questions et relancer un cycle complet d'intervention.
s'il vous plaît. Okay, merci Yann pour la question posée. Ce que je peux dire, a priori, tout est une question d'échelle. Tout à l'heure, tu as pris référence sur la stratégie africaine, de l'Union africaine sur l'économie bleue. Et tu as donné quelques chiffres. Je voudrais en donner deux autres. Le premier, c'est 49 millions d'emplois actuellement en Afrique sur l'économie bleue. Le deuxième, c'est 405 milliards de valeurs prévues pour cette économie bleue en Afrique à l'horizon 2030. Ça te permet de mettre en perspective le potentiel. C'est-à-dire que nous avons une niche potentielle pour structurer et mettre en place des financements. Il est évident que dans les phases d'amorçage, il y a une dynamique volontariste, une approche vraiment volontaire qu'il faut adopter, c'est-à-dire qu'une posture vraiment volontariste qu'il faut adopter pour mettre en marche ce processus. Mais arrivé à une certaine taille, on arrive à mettre en place un système qui se tient au niveau financier, qui est rentable. Donc, tout est une question d'amorçage. Et les chiffres que j'ai mis en perspective tout à l'heure montrent qu'il y a, au-delà du résultat financier, il y a déjà une utilité économique parce qu'on crée de l'emploi, on crée de la valeur, on crée de l'activité. Et, in fine, on peut arriver à moyen terme ou à court terme, tout dépend de la structuration, à ce qu'il y ait une rentabilité financière qui soit adossée, pour autant qu'on y aille. Voilà ce que je peux dire de manière générique sur cette question. Peut-être Joseph? Tout à fait, Yann. Effectivement, ces différents projets sur l'économie bleue qui intègrent les enjeux de l'économie bleue, comme les projets, tout autre projet portuaire classique, pour nous, devrait reposer essentiellement sur des partenariats publics-privés. Voyez-vous, quand je parle de tous les projets que j'ai évoqués concernant les aménagements urbains et touristiques en milieu portuaire, concernant la production autonome de l'énergie en milieu portuaire, etc., etc., pour nous repose sur des partenariats publics-privés. Et qui dit PPP devrait normalement dire rentabilité. Donc, il est question de construire des modèles d'affaires, des modèles financiers, effectivement, qui éprouvent la rentabilité de ces projets. Mais ça ne veut pas dire que les projets non rentables seront mis à la touche. Au-delà de la rentabilité économique, nous sommes en train d'évoquer les préoccupations d'ordre social dont les autorités portuaires qui, en Afrique, sont des démembrements de l'État, doivent justement œuvrer dans le cadre de leur responsabilité sociétale à ce que même les projets qui, a priori, ne sont pas à 100% rentables, voient le jour pour l'intérêt des citoyens. Donc, voilà globalement comment nous abordons cette question. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Patrick. Louisa et Stéphane, peut-être sur le caractère, alors je ne vais pas dire que l'économie bleue doit être de la philanthropie ou du mécénat, mais comment on aborde le coût d'entrée peut-être nécessaire et indispensable qui n'est pas celui d'un format classique peut-être, même si Stéphane nous a montré que finalement on avançait beaucoup par projet. Ce que je veux dire, c'est comment on appréhende la problématique de la rentabilité ou de la soutenabilité financière de l'économie bleue dans les ports africains aujourd'hui et dans vos institutions respectives. Peut-être la question n'est pas claire ou elle est impossible à répondre. Non, peut-être, pardon Louisa, juste peut-être quelques mots. Peut-être que la réponse est plus… Je vais m'échapper, vous allez voir. Peut-être que la réponse est plus facile si on décompose un peu ce que peut être l'économie bleue. On voit bien depuis le début de notre discussion que ça recouvre beaucoup de choses différentes. Très schématiquement, et j'en suis désolé par avance, si on parle d'investissement portuaire, des quais, des digues, etc., on est d'accord, il n'y a pas de rentabilité financière. Il doit y avoir une rentabilité économique, mais il n'y a pas de rentabilité financière, on est d'accord.
pense que si on parle d'équipements de manutention, de terminaux à conteneurs, là, il doit y avoir de la rentabilité financière et il y en a très souvent. La meilleure preuve en est que ce sont des opérateurs privés qui investissent et qui exploitent. Donc là, il y a de la rentabilité financière. Si je décompose un peu, encore une fois, hein, désolé d'être schématique, si je parle des corridors ferroviaires, routiers, on sait très bien que sur de l'interurbain, il y a assez peu de rentabilité financière. Il peut y en avoir sur des corridors de fret bien gérés, et notamment si on a des opérateurs intégrés ferroviaires et portuaires. On a des exemples sur le continent africain où des opérateurs privés qui n'ont pas forcément une concession pleine et entière. Hein. Au Cameroun, on sait qu'on parle souvent de la concession Camrail, qui n'est pas vraiment une concession, hein, qui s'est renégociée au fil du temps avec un partage des risques. Hein. Notre collègue tout à l'heure, Joseph, si je peux l'appeler ainsi, parlait de PPP. Hein. Donc Camrail, c'est un PPP. Et on sait que la frontière et le partage des responsabilités entre public et privé, c'est renégocié au fil du temps parce que c'est quelque chose de compliqué. Mais il y a de la rentabilité financière. D'ailleurs, on sait que là-dessus, c'est l'activité fret qui amène de la rentabilité et qui permet de subventionner, entre guillemets, l'activité voyageur. Bref. Donc, sur ces sujets-là, on peut en trouver. Et je dirais après que sur tous les volets environnementaux, hein, climatiques qu'on a évoqués, alors je ne suis pas un spécialiste de la finance climat, et je pense qu'il y a tout un volet d'études bien au-delà du monde maritime d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de la rentabilité financière ou pas? À vue de nez, je dirais difficilement à court terme, mais il y a beaucoup d'études qui montrent quand même qu'investir sur ces sujets d'adaptation au changement climatique, d'atténuation des effets changement climatique, a une rentabilité à moyen et long terme, puisqu'on estime assez souvent qu'il vaut mieux investir sur ces sujets maintenant plutôt que d'avoir à en corriger les effets négatifs dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Et peut-être qu'en résumé de ça, de toute façon, moi, enfin, là, je vais parler pour l'AFD, hein, au-delà de la rentabilité financière, nous, ce qui nous intéresse peut-être même en premier lieu, c'est la rentabilité économique. C'est-à-dire, en quelques mots, est-ce que ça a un intérêt d'investir de l'argent public? C'est la question qu'on posait à un moment de ces interventions, au tout début, je crois. Je pense qu'une des conclusions, c'est oui, il y a de l'intérêt à investir de l'argent public, voire privé, sur ce sujet de l'économie bleue, aussi bien le volet infrastructure, économie, sociale qu'environnementale et climatique. Je vais le dire rapidement. Et la rentabilité financière, vous voyez, avec mon petite analyse beaucoup trop schématique et rapide, un peu oui, un peu non, même si je ne suis pas normand. Ça va pas quelque chose, ça. On dirait que du Havre. Voilà. Vous avez toute votre place chez nous. Bienvenue. Louisa, peut-être, parce que c'est assez délicat, les Nations Unies n'ont pas vocation à rendre rentable une vision d'objectifs de développement durable. Mais qu'en est-il par rapport à votre approche projet quand vous investissez, parce que vous investissez du temps, de l'argent, de l'énergie? Comment ça se passe sur la rentabilité économique et financière de l'approche vis-à-vis des ports bleus africains? C'est une question qui revient souvent parce que, à différence, par exemple, d'une organisation telle que la Banque mondiale, qui met à disposition des fonds aussi pour le développement d'infrastructures, ce n'est pas le cas de la CNUSED, qui est plus axée sur la définition de politiques publiques, l'analyse d'impact dans le domaine des politiques publiques, mais où ce volet de financement n'est pas intégré directement. Donc, c'est vrai que dans le contexte de ce projet et d'autres dont je vais vous en parler, cet élément du financement est revenu dans le sens où les investissements nécessaires sont conséquents. Et puis, il y a eu une demande qui a été exprimée par le Port-Louis en Maurice pour nous dire que c'est quelque chose qu'ils aimeraient voir d'une façon plus concrète à la fin du projet. Et c'est cette idée que ces analyses qui vont être faites par rapport aux potentialités du port aboutissent à un projet bancable, développé, qui peut être soumis à des bailleurs de fonds. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, que notre rôle est en quelque sorte ce type d'intermédiaire pour créer ces capacités nécessaires pour développer ces projets. Nous avons à présent un projet avec l'Angola par rapport ils sont dans une dynamique de dynamiser les PPP.
les partenariats publics-privés. Et donc, ils ont fait appel à nous pour le développement d'un corridor de transport et de services de logistique. Et ils ont fait une demande très précise par rapport à créer des capacités dans ce groupe de travail qui a été formé à un très haut niveau, dirigé par un ministère, pour avoir une méthodologie spécifique pour comprendre les risques associés au développement d'infrastructures, cette idée de la gestion du risque qui revient souvent, et cet élément qui avait été présenté, je crois, par Stéphane avant moi, cette idée de partage de responsabilités et de vision à moyen et long terme. Et c'est clair qu'à court terme, la rentabilité peut être problématique pour beaucoup de ces projets, mais disons, je dirais que voilà, c'est ça, renforcement des capacités, analyse, préparation de projets, création de ces unités pour comprendre les risques et essayer de trouver des modèles financiers pour faire face à ces risques à moyen terme. Oui. Merci beaucoup, merci. Je reviens toujours un petit peu au chat aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions sur, au niveau camerounais, évidemment, parce qu'avec M. Tougoulou, Joseph et Patrick, on a plein d'exemples. On parle beaucoup de pollution. Quels sont les éléments tangibles que les deux ports et même l'autorité de tutelle au niveau du ministère, quelles sont les actions, en plus évidemment du respect des normes et des réglementations internationales, qui permettent de se garantir que cette économie portuaire elle soit vraiment très bleue et très verte? J'ai plusieurs questions sur ce sujet-là. Patrick, Joseph, est-ce qu'il y a des initiatives très récentes qui permettent de répondre concrètement à comment faites-vous pour que vos ports soient toujours plus propres, plus bleus, plus verts, face aux croissances des trafics et puis aux pressions finalement que vous avez pour pouvoir développer des affaires tout en respectant l'environnement? Patrick, peut-être pour commencer, puis ensuite Joseph. Merci. En lien avec la problématique de la pollution, il y a, on va dire, une logique d'intervention de l'amont vers l'aval. C'est-à-dire qu'en amont, il y a au niveau de la définition des cahiers de charges, la sélection des acteurs qui interviennent ou qui peuvent soit pour régler le problème, soit pour générer le problème, c'est-à-dire que la sélection des acteurs qui s'installent autour du port ou qui agissent à l'intérieur des ports. Il y a dans les cahiers de charges des obligations qui sont consignées relativement à la façon pour eux d'exercer leur activité. Cela permet vraiment en amont de pouvoir organiser, de pouvoir spécifier la manière dont on veut qu'ils agissent pour que leur activité soit de manière normale la moins génératrice d'externalités. Maintenant, il arrive quand même que cette activité, de par leur nature, génère ces externalités-là. Elles ont, de par le principe de la loi au Cameroun, du principe du pollueur-payeur, elles ont l'obligation par elles-mêmes de régler le problème. Et sur ce qui est des espaces communs, sur ce qui est des aires qui relèvent, qui sortent un peu des périmètres spécifiques, l'autorité portuaire et les autorités administratives viennent remédier sur les aspects généraux. Ça, c'est, on va dire, sur la partie amont. Maintenant, sur la partie aval, il y a un ensemble d'activités qui sont mises en place pour s'assurer que les trackings, qui sont des obligations réglementaires, sont également mises en place, que ce tracking se fasse pour que si un déchet est généré, on s'assure qu'il est vraiment éteint. C'est-à-dire qu'on s'assure que entre sa génération et son extinction, on peut tracer et pouvoir l'indiquer de manière précise. Ça, c'est pour ce qui est des déchets solides. Maintenant, il faut savoir qu'il y a au niveau du Cameroun tout un dispositif, par exemple, pour tout ce qui est déversement accidentel des hydrocarbures. Et avec une logique au niveau national en termes de gestion relativement à tout ce qui est déversement accidentel des hydrocarbures, avec un comité qui est au niveau de la Société nationale des hydrocarbures et qui se décline jusqu'au niveau local.
Par exemple, au niveau des CRIBI, ce comité est mis en place et pourvu en personnel et également en dispositif pour, le cas échéant, pouvoir agir. Parce que chaque port a l'obligation d'avoir un plan de préservation. Au cas où une activité comme celle-là viendrait à arriver. Donc, tous ces éléments-là, ça c'est vraiment sur la partie physique. Maintenant, il y a d'autres externalités qui doivent être adressées pour ce qui est des nuisances sonores, des nuisances olfactives, tout ce qui est poussière. Donc, tout à l'heure, dans l'exposé, j'ai parlé d'une instrumentation que nous sommes en train de mettre en place dans le cas spécifique des CRIBI pour faire un peu le monitoring de la qualité des eaux. Au niveau de la mer, nous avons une bonne multifonction que nous avons mis en eau depuis bientôt 1 an qui nous permet de monitorer un peu la salinité, la turbidité, pour voir un peu au droit du port général de CRIBI si les activités anthropiques ont un impact sur la qualité de l'eau. Nous allons déployer cette instrumentation sur la partie continentale pour pouvoir monitorer également les eaux souterraines, pour nous assurer qu'au niveau des eaux souterraines, nous arrivons à avoir un niveau de qualité qui reste en deçà des seuils qui sont réputés être admissibles et que nous n'avons pas, du fait de pompage ou d'autres activités, des phénomènes d'intrusion ou de déséquilibrage de ces nappes-là. Donc ça, c'est des éléments que nous sommes en train de mettre en place. Nous allons également poursuivre sur les aspects de poussière et sur les aspects de, comme j'ai dit, de nuisance sonore en termes de son, pour que dans le cas spécifique des CRIBI, vous savez, nous avons des zones de ponte de tortues et il est important de les préserver. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un parc marin qui va être une zone de conservation. Donc, même le transport maritime, le trafic maritime doit être encadré en termes de vitesse d'approche, en termes de zone de mouillage, donc tous ces éléments-là, voilà, de manière spécifique, sans aller dans trop de détails, ce qui est mis en place pour permettre d'encadrer au mieux les externalités négatives, en essayant, au terme de chaque année, nous faisons une évaluation conformément aux dispositions de l'OADA sur tout ce qui est mis en place au niveau environnemental, au niveau du port, et dans le cadre du plan de performance de l'entreprise, et d'une année à l'autre, nous nous améliorons en lien avec les indicateurs de l'année N-1. Merci beaucoup, merci Patrick. Joseph, peut-être un peu plus court s'il te plaît, parce qu'on arrive vraiment à la fin et j'aimerais faire un dernier tour de piste quand même avant de rendre l'antenne. Tout à fait. Donc, je serai très court parce que effectivement, cette dynamique que Patrick a décrite pour le port de CRIBI est un peu la même hein, au niveau du port de Douala. Je voudrais simplement dire que j'ai évoqué la normalisation des activités tantôt, effectivement. Cette normalisation a un point d'honneur sur tout ce qui concerne le respect des normes et des standards environnementaux. Et nous veillons vraiment à ce que nos cahiers de charges concernant notamment les activités polluantes hein, intègrent des exigences fortes en matière de respect de l'environnement et surtout les activités sont bien évaluées et voilà, et des sanctions s'en suivent hein, chaque fois. Chaque fois, des pénalités s'en suivent. C'est exactement ça. Il y a des activités telles, par exemple, au niveau du port. Vous savez, le port de Douala est caractérisé par sa multi-activité. Nous avons des terminaux minéraliers, notamment ceux qui permettent de décharger le clinker. Vous savez, la manutention du clinker est très polluante et jusqu'à une certaine époque, elle se faisait à ciel ouvert. Aujourd'hui, avec les nouveaux cahiers de charges, il faut utiliser des trémies pour canaliser voilà, cette manutention et éviter cette pollution de l'air. Donc, il y a des actions opérationnelles comme ça qui sont faites. Les voiries portuaires, vous savez, les routes aussi, poussiéreuses et tout, sont des sources d'énormes pollutions dans l'enceinte portuaire. Et là, nous avons extrêmement amélioré la qualité de la voirie portuaire. J'ajouterai parce que je vois que mon ami François Junier est en direct. Vous avez aussi, je crois, l'un comme l'autre, doté les ports de bouées de balisage dites écologiquement intelligentes, hein, qui
qui sont plus simplement des éléments indispensables pour faciliter une navigation sécurisée, mais bien des collecteurs d'informations qui vous permettent aussi de monitorer une économie bleue qui soit bien avant que le navire arrive à quai. Merci à toutes et à tous. Nous sommes arrivés au terme de cette passionnante session. Quand Ashraf revient en ligne avec nous en visio, c'est qu'on doit terminer. Je voudrais juste d'un mot vous redonner la parole, si vous en êtes d'accord, mais vraiment d'un mot, hein, s'il vous plaît, en commençant par Louisa. Louisa, peut-être un message, alors je ne veux pas dire d'espoir, parce que ce serait vraiment trop négatif, mais si on voulait encourager quelque chose de supplémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur l'économie bleue dans les ports africains, quel serait-il du point de vue de la CNUSED et de ton expertise, notamment sur le projet qui arrive, hein, sur la conjugaison entre l'intelligence et la durabilité? Ce serait de comprendre les potentialités en restant spécifique, parce que les contextes dans les ports africains diffèrent de manière significative. Donc, c'est explorer les potentialités sans perdre de vue le contexte local et sous-régional. Ce serait ça ma recommandation. C'est absolument parfait et c'est en phase avec tout ce que tu as pu partager avec nous en amont. Stéphane, même exercice, très difficile, 30 secondes. Alors, en 30 secondes, moi, je rêve que l'on puisse, dans les années à venir, étendre les quelques expériences que l'on a aujourd'hui où on travaille directement avec des autorités portuaires, donc que l'on finance directement. Donc, le volet de solidité financière et de perspective financière des ports est très important. Et les 10 dernières secondes pour dire qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui des sujets environnementaux, énergétiques et climatiques. Et j'espère que grâce à cette conférence, je pense que ce sujet il est encore plus mis en avant. Et j'ose donc espérer que lorsque l'on parlera avec de futures autorités portuaires, eh bien, ce sujet deviendra une évidence. Alors que jusqu'à présent, je vais faire la petite blague de fin, c'était un petit peu, allez, c'est ce que le bailleur de fonds veut, mais ça ne nous intéresse pas trop. Et j'espère que ce genre de conférence viendra mettre ce sujet au cœur des discussions comme une évidence. Merci beaucoup. Merci 40 Stéphane. secondes, désolé. Non, c'était absolument parfait. Merci encore d'avoir joué le jeu de l'exercice très contraint. Je crois, Joseph et Patrick, que cette conscience que vous avez bien exprimée sur cet enjeu d'économie bleue, ce n'est pas finalement une obligation contrainte, c'est vraiment une opportunité de développement du futur de vos autorités, n'est-ce pas? Joseph, peut-être? Oui, merci. Effectivement, nous considérons l'économie bleue comme une opportunité, hein, vraiment pas comme une contrainte. Et c'est pour cela que je continue à plaider pour une véritable institutionnalisation, hein, des enjeux et des défis de l'économie bleue dans nos réglementations, dans nos cadres institutionnels portuaires. Merci. Merci beaucoup. Patrick, également, rapidement. Je vais m'aligner sur ce qui a été dit par les uns et les autres. L'économie bleue, c'est l'avenir, c'est notre responsabilité à tous. C'est une action qui doit être de tous les instants. Et je voudrais profiter pour inviter les uns et les autres à venir à Crédit, déjà pour voir et pour nous accompagner dans l'implémentation des dynamiques engagées par le port de Kribi sur ce segment de l'économie bleue. Merci beaucoup, Patrick. L'invitation est bien reçue, hein, t'inquiète pas. Il ne faut pas le dire deux fois, ça, surtout pas à Kribi. Hein. C'est un port absolument magnifique. Monsieur Tougoulou, d'un mot, parce qu'on a parlé beaucoup d'institutionnalisation, de rôle des pouvoirs publics dans la promotion et dans l'activation de cette économie bleue. On a vu qu'au Cameroun, ce n'était pas simplement un discours. D'un mot pour conclure, Monsieur Tougoulou, s'il vous plaît. Le micro. Que l'économie bleue est d'un intérêt particulier pour l'État du Cameroun et pour l'ensemble des pays de la sous-région. Et je pense que le coût de l'inaction peut entraîner des conséquences économiques et sociales beaucoup plus importantes, alors qu'il existe des opportunités de financement suffisamment structurées pour accompagner cette économie bleue. Et il est très important également de prendre en compte le fait que les actions de protection de l'environnement dans le cadre de l'activité portuaire sont collectives. Elles appellent à la fois l'intervention des institutions portuaires, mais également celle des populations pour réduire l'empreinte écologique
en termes de carbone et de perte de la biodiversité liée à l'ensemble des activités des villes portuaires. Voilà. C'est absolument parfait. Merci encore à toutes et à tous pour vraiment l'efficacité de vos propos. Vous voyez, 2 heures, ça ne suffit pas, hein, mais il va falloir qu'on revienne, en fait. Donc, je pense que Ashraf va nous envoyer un lien pour écouter en direct tout ce qu'on a pu se raconter et surtout nous annoncer qu'on va certainement se rejoindre dans très peu de temps pour continuer nos échanges si importants pour le développement des départs en Afrique. Merci encore à toutes et à tous. Merci à tous les participants et spectateurs en espérant avoir répondu au maximum de questions. Et j'excuse Denis Cordel qui a dû s'absenter de manière un tout petit peu prématurée. Donc, merci encore. Et Ashraf, le mot de la fin pour toi. Alors, je remercie Yann pour la modération. Je remercie nos chers experts et nos panélistes pour la qualité des débats fructueux autour de ces thématiques hautement stratégiques. Je tiens à remercier également notre partenaire, le Port autonome de Kribi, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition et de cette série du Forum africain des ports live. Enfin, je remercie tous les téléspectateurs d'avoir participé activement à travers leurs questions. Et donc, je vous invite à rester connectés sur la page officielle LinkedIn pour visionner les replays et découvrir l'agenda de notre prochaine conférence. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une agréable journée. Merci, à très vite. À très vite à Kribi. Merci, au revoir. Au plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir à tous.